Comment négocier son salaire en tant qu'acheteur? Imaginez, vous êtes un acheteur professionnel, négociant des contrats fournisseurs de plusieurs millions. Vous êtes dans votre élément, à l'aise, confiant. Et pourtant, quand il s'agit de négocier votre propre salaire, tout change. Votre cœur bat plus vite qu'en face d'un fournisseur, même le plus coriace. Alors, pourquoi est-il souvent plus difficile de défendre sa propre valeur que de négocier des économies pour son entreprise? Eh bien, en tant qu'acheteur, nous sommes des négociateurs professionnels. C'est notre métier. Mais paradoxalement, négocier notre propre rémunération peut nous sembler intimidant. Je me souviens de ma propre négociation de salaire. J'avais préparé mon dossier comme un appel d'offres. Et malgré tout, j'avais la gorge sèche en prononçant mes premiers mots. Peut-être que ça vous parle également. Nous avons tous vécu ce mélange d'excitation et d'appréhension en osant parler d'argent pour nous-mêmes. La bonne nouvelle, c'est que ça se prépare et ça s'apprend. Aujourd'hui, je vais partager comment lire le marché pour connaître votre valeur. Comment transformer cette valeur en un package salarial négociable, mais également quelle stratégie et timing adopter, voire même quels mots utiliser pour convaincre. Et je vous montrerai même des scripts concrets de négociation. On regardera également comment surmonter les objections qu'on peut vous opposer et même réaliser une petite mise en situation pour illustrer le jour fatidique. Nous aborderons aussi les spécificités du secteur public et de l'international avant de conclure sur un plan d'action en 30 jours pour passer de la théorie à la pratique. Mon objectif est qu'à la fin de cette conférence, vous vous sentiez armé, confiant et inspiré pour négocier le salaire que vous méritez. Parce que personne ne le fera à votre place. Et sachez que vous n'obtenez pas ce que vous méritez. Vous obtenez ce que vous négociez. Alors, prêt à libérer le négociateur qui sommeille en vous pour votre propre carrière cette fois-ci? Alors, allons-y. Pour bien négocier, il faut d'abord connaître sa valeur sur le marché. Un acheteur ne se lancerait jamais dans une négociation fournisseur sans référence de prix ou sans avoir fait une étude de marché. Eh bien, de même, pour votre salaire, commencez par rassembler les données objectives. Niveau de salaire par poste, par secteur, par région, par spécialité. Alors, heureusement, il existe des études spécialisées. Je vais vous montrer d'ailleurs l'étude qui s'appelle le guide des salaires achats, qui vous donne des repères chiffrés précieux par pays, par métier, voire même par région dans certains cas, et même par taille d'entreprise. Ce guide compare les rémunérations des acheteurs à travers plusieurs pays francophones. On y voit par exemple que la Suisse arrive en tête, avec des niveaux de salaire bien plus élevés qu'en France ou au Canada. Pour un acheteur senior, on parle en Suisse de 95 000 à 125 000 dollars américains, contre 55 000 à 100 000 maximum dollars en France. C'est presque le double. Et regardez un peu plus bas, au Maroc par exemple, ou en Côte d'Ivoire, les fourchettes sont bien moindres. Un acheteur junior va démarrer autour de 12 à 20 000 dollars par an au Maroc par exemple. Donc le lieu géographique et le contexte économique comptent énormément. Cela ne veut pas dire que vous devez déménager en Suisse dès demain, mais vous devez situer votre salaire dans son marché, c'est-à-dire dans le pays, voire même dans la région et un secteur qui soit comparable. En France, même les salaires achats varient selon les régions. Si vous prenez Paris ou d'autres grandes villes de France et la province, vous retrouvez des salaires parfois très disparates. Et parfois même selon la taille de l'entreprise. On n'est pas payé pareil dans une PME locale versus un très grand groupe international. D'ailleurs, selon le guide des salaires achats, le salaire brut annuel moyen d'un acheteur en France se situe entre 42 000 et 48 000 euros. Alors il s'agit d'une moyenne et ça cache d'énormes disparités. Votre mission est donc de comprendre où vous vous situez par rapport à ce benchmark. Êtes-vous déjà plutôt
au-dessous du marché, plutôt dans la moyenne, ou bien en haut de cette fourchette de salaire. Si vous êtes nettement en dessous de la fourchette pour votre poste et votre expérience, cela vous donne une marge de négociation évidente. Si vous êtes dans la moyenne haute, il faudra mettre en avant des arguments peut-être plus qualitatifs pour monter encore plus. Et au-delà du lieu et du niveau d'expérience, votre spécialisation achat joue un rôle majeur. Tous les acheteurs ne sont pas logés à la même enseigne, loin de là. Les profils pointus très demandés peuvent prétendre à plus. Par exemple, un acheteur informatique et télécom qui maîtrise très bien le cloud, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les contrats spécifiques au logiciel, verra généralement un salaire plus élevé qu'un acheteur généraliste. Les données du guide, d'ailleurs, montrent qu'en France, un acheteur IT en grande entreprise peut atteindre environ 95 000 € en fin de parcours. Oui, presque 100 000 € de salaire brut pour un acheteur. De même, un acheteur énergie, profil aujourd'hui très recherché dans l'industrie, notamment avec la transition écologique, peut dépasser les 90 000 € annuels de salaire brut après seulement 5 à 10 ans d'expérience. Et parfois, dans des grands groupes et en fin de carrière, on peut être sur des salaires à 120 000 € en tant qu'acheteur énergie, sans management. Par contre, on voit également, le guide l'indique, qu'un acheteur énergie junior va commencer plus bas. Mais néanmoins, il va commencer parfois sur des zones à 50 55 000 € de salaire annuel. En comparaison, un acheteur en composants électriques, sur des composants plutôt standards, type catalogue, aura des fourchettes un peu plus basses, peut-être autour de 45 à 55 000 € en début de carrière, dans une grande entreprise, et jusqu'à 80 à 90 000 € pour les plus expérimentés. Ces différences s'expliquent par la rareté des compétences et l'impact stratégique de ces achats. L'IT et l'énergie sont critiques et techniques, donc les profils négocient à la hausse leur salaire. Alors, que retenir de tout ça? Eh bien, faites vos devoirs en priorité. Consultez les études, les guides des salaires, les enquêtes professionnelles, les offres d'emploi similaires. Discutez avec des collègues de confiance ou des recruteurs spécialisés pour obtenir des fourchettes réalistes. Et ensuite, objectivez sa propre valeur sur le marché. C'est aussi le cas en fait de savoir identifier les facteurs qui vous avantagent. Parlez-vous couramment anglais ou une autre langue? On voit bien que les acheteurs qui maîtrisent plusieurs langues ont souvent une rémunération plus attractive. Avez-vous des certifications ou des diplômes bien spécifiques? Ou bien une double compétence, par exemple en finance ou en ingénierie? Ce sont autant d'éléments qui peuvent faire pencher la balance en votre faveur par rapport à la moyenne du marché. Enfin, objectiver sa valeur signifie quantifier ce que vous apportez. Donc, faites le bilan de vos réalisations. Combien d'économies avez-vous généré l'an dernier? Est-ce que c'est 100 000 € ou 1 million d'euros? Quel projet réussi avez-vous mené? Des nouveaux processus, des outils implémentés, des délais d'approvisionnement réduits? Mettez des chiffres sur vos accomplissements. En somme, préparez un business case de vous-même. Par exemple, vous pouvez dire, grâce à mes négociations, j'ai réduit les coûts de 8%, soit 500 000 € d'économie, et j'ai amélioré le taux de service de 95 à 98%. Je gère aujourd'hui un portefeuille de 20 millions d'euros. Ce sont des faits difficiles à ignorer lorsqu'on parle de votre valeur. Vous avez maintenant en main les données du marché et vos atouts mesurables. Vous voyez où vous vous situez et ce que vous valez. Cette confiance objective sera votre fondation pour la négociation. Quand on sait qu'on est dans les clous du marché, voire même peut-être en dessous, eh bien on négocie avec plus d'assurance, plus d'aplomb. C'est le socle pour la suite de ce parcours. Passons maintenant à un autre élément, c'est de transformer la valeur en un package salarial négociable. Parce que avoir en tête un nombre, c'est bien. Mais un salaire, ça ne se résume pas à un seul chiffre. Donc il est temps de transformer votre valeur en package complet à négocier. Un bon acheteur le sait, tout est négociable.
pas seulement le prix. De même, votre rémunération globale comporte plusieurs composantes. Si l'une bouge moins que l'autre, elle est moins flexible, il bien peut-être qu'une autre va pouvoir la compenser. Il faut voir la négociation salariale comme un tout, un package global. Alors, quels sont les éléments d'un package? Alors, bien sûr, il y a le salaire de base. En général, on parle de fixe, brut, mensuel ou annuel. Mais autour va graviter la part variable. Les bonus annuels, les primes d'objectifs, les commissions sur les économies réalisées, même si c'est très rare, mais également les avantages en nature et sociaux, les autres éléments parfois moins évidents. Alors, je vous propose de faire une petite liste pour vous aider à pointer les points négociables. Alors, commençons bien entendu par le salaire fixe. C'est la base de votre fiche de paye. C'est souvent le point focal de la négociation car c'est récurrent et finalement ça impacte tout. Les cotisations retraite, les pourcentages d'augmentation, etc. Puis ensuite, vous avez les bonus ou les primes. Beaucoup d'acheteurs dans le privé ont une part variable, alors qui est rarement liée directement au pourcentage des économies réalisées, mais néanmoins par rapport aux économies et aux objectifs qui étaient définis dans les objectifs de performance annuelle. Dans les grandes entreprises, ces bonus peuvent souvent être significatifs. On peut parler de 5, 10, 15% du salaire si vos objectifs sont atteints. Et parfois même, il y a des primes exceptionnelles, un 13e mois, une prime de vacances, des participations intéressements aux bénéfices de l'entreprise. Tout cela fait partie de la rémunération. Ensuite, vous avez les avantages en nature. Par exemple, une voiture de fonction. Alors, c'est plus courant pour les postes seniors ou du moins quand il y a beaucoup de visites locales à faire, bien entendu. Mais ça peut être le téléphone, l'ordinateur, un forfait téléphonique payé, des notes de frais de repas, etc. Ce ne sont pas des euros sur votre bulletin de paye, mais ça couvre des dépenses que vous n'aurez pas à payer vous-même. Passons maintenant aux avantages que je vais appeler de soft. Par exemple, l'assurance santé, qui peut être pris à 100% par l'entreprise. Ou bien un plan d'épargne entreprise qui est abondé, des contributions à la retraite supplémentaires. Par exemple, un employeur peut ne pas augmenter le salaire, mais proposer d'abonder plus votre épargne salariale. C'est de l'argent tout de même, à la fin, même s'il est différé. Ensuite, vous avez des éléments d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et oui, le temps, c'est de l'argent, mais des RTT supplémentaires, du télétravail plusieurs jours par semaine, des horaires aménagés, tout cela a également une valeur. Si vous gagnez 5 000 € de plus, mais que vous perdez 2 heures de plus par jour dans les transports, faute de travail, à proximité, et de télétravail, le calcul n'est peut-être pas si avantageux. Inversement, négocier du télétravail peut améliorer votre qualité de vie et faire des économies de carburant, de garde d'enfants. Vous pouvez également négocier des congés et des formations. On pourrait vous accorder des semaines de congés supplémentaires dans certains cas, ou bien financer une formation diplômante que vous convoitez, un MBA, une certification de Green Belt, etc. Certaines entreprises ont des budgets formation beaucoup plus flexibles que les salaires eux-mêmes. Et finalement, ça vous permet d'acquérir une nouvelle compétence. Vous pouvez également négocier le titre et le périmètre du poste. Parfois, le niveau de poste, c'est-à-dire le grade, est associé à une grille de salaire. Et négocier un intitulé légèrement supérieur, par exemple acheteur senior au lieu d'acheteur, peut indirectement booster votre rémunération ou au minimum mieux vous positionner pour la suite de votre carrière. Alors attention, il faut que ce titre reflète bien entendu la réalité des responsabilités. Mais ça reste un élément à considérer dans la discussion. Un autre point à négocier. Les déménagements, est-ce qu'ils peuvent être pris en charge? Si vous changez de pays, bien entendu, ou de région. Est-ce que vous avez droit à des stocks options ou des actions gratuites au bout d'un certain temps de seniorité dans l'entreprise? Est-ce que vous avez le droit à des bonus de signature? Notamment si vous quittez un poste avec un bonus annuel et que vous auriez perdu, par exemple, en changeant de société. Alors, bien entendu, on rentre là dans des packages salariaux peut-être de managers seniors, voire de responsables ou de directeurs. Mais vous voyez, il y a une palette d'éléments à négocier. Alors, avant l'entretien de négo, posez-vous la question, qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Certaines personnes privilégient absolument le fixe mensuel. D'autres accepteraient un fixe un peu moins si le variable compense largement en cas de succès.
C'est un peu un esprit entrepreneurial avec un goût du défi et du risque. Certains vont valoriser le temps libre ou la flexibilité plus que quelques milliers d'euros en plus. Donc, classez vos priorités. Salaire fixe d'au moins temps, au moins 2 jours de télétravail, un bonus minimum de 10%, une voiture de fonction, etc. Et si la discussion bloque sur le point numéro 1, vous savez sur quel autre point vous pourriez obtenir des concessions complémentaires. C'est exactement comme un appel d'offres multi-allotissement. Si le fournisseur ne baisse pas assez son prix, peut-être obtiendrez-vous un meilleur service, un délai plus court ou des garanties supplémentaires. Votre package se négocie de la même manière, en jouant sur plusieurs tableaux. Alors un conseil, ayez en tête votre plancher et votre objectif. D'accord? C'est le point de rupture, le point d'annonce, vous savez, c'est de la négo. Si je vise 50 000 euros fixes, vous vous dites que je n'irai pas en dessous de 47 000 euros. Si je vise 3 jours de télétravail minimum, j'accepterai minimum 2 jours. Ça vous évitera donc de prendre des décisions impulsives sur le moment. Enfin, adaptez également peut-être votre package. C'est parfois contourner une contrainte de l'employeur. Imaginons que l'entreprise ait une politique de salaire fixe, assez rigide, ou un budget contraint. Eh bien, plutôt que de vous heurter à un mur, réfléchissez. Peuvent-ils donner autre chose? Par exemple, s'ils ne peuvent vraiment pas vous accorder les 5% d'augmentation demandée, peut-être peuvent-ils vous accorder une prime exceptionnelle ponctuelle cette année, ou bien financer une formation coûteuse que vous voulez faire. Peut-être qu'un titre de responsable peut être donné sans enveloppe budgétaire tout de suite, mais officialisant finalement votre montée en responsabilité en attendant de l'aligner plus tard. Il y a 1000 arrangements possibles dès lors qu'on sort du tout salaire brut. Alors, une petite astuce d'acheteur. Négociez aussi ce qui ne coûte pas cher à votre employeur, mais qui vaut peut-être beaucoup pour vous. Par exemple, le télétravail ne coûte quasiment rien à l'employeur. Et ça peut parfois vous changer la vie. Ou bien un horaire décalé pour éviter les embouteillages. Ces points qui sont, dans une certaine mesure, faciles à négocier, peuvent être de vraies monnaies d'échange. Par exemple, vous dites, OK, d'accord pour 48 000 euros bruts par an, si vous m'accordez 3 jours de télétravail et une prime de 5 000 euros l'année prochaine. Si j'atteins mes objectifs, bien entendu. Vous transformez ainsi un refus potentiel en un compromis qui est gagnant-gagnant. En résumé, pensez package global. Arrivez en négociation avec une vision d'ensemble de ce que vous voulez prioriser. Cela d'abord démontrera votre maturité et votre flexibilité. Vous ne dites plus seulement « je veux X euros », soit à quoi on peut vous répondre juste « non, c'est pas dans les grilles ». Vous dites plutôt « voilà ce qui me permettrait d'être pleinement satisfait et motivé. J'aimerais avoir X euros de salaire brut annuel, Y avantages, etc. » Discutons des options. C'est une discussion beaucoup plus ouverte et beaucoup plus constructive. Alors maintenant, passons à une autre partie, c'est la stratégie et le timing de la négociation. Et oui, comment aborder concrètement la négociation? Et quand le faire? La préparation, on l'a fait, c'est le package cible. Donc ça, c'est prêt, c'est au chaud. Reste maintenant à exécuter au bon moment et de la bonne façon. Comme pour toute négociation réussie d'ailleurs. Alors, premier point, choisir le bon timing. En négociation salariale, le quand est crucial. On a 2 cas de figure en général. La négociation lors d'une embauche ou la négociation lorsqu'on est déjà en poste et qu'on veut une augmentation. Lors d'une embauche, c'est souvent là qu'il y a le plus d'opportunités, car vous êtes en position de force avant de signer. La règle d'or, c'est de négocier après avoir démontré votre valeur, mais avant de vous engager. Autrement dit, évitez de parler chiffres lors du premier entretien, à moins que on vous y pousse absolument. Faites valoir d'abord vos compétences, votre fit par rapport au poste. Et si la question « quelles sont vos prétentions salariales » survient trop tôt, vous pouvez répondre de façon raisonnable, sans vous brader. Par exemple,
Au vu du poste et de mes expériences, j'envisage un package global autour de 50 000 euros par an. Donnez éventuellement une fourchette, mais dont le plus bas correspond à votre objectif et le haut est plutôt un chiffre de 10 à 15% au-dessus. Ça vous permet de garder une certaine marge de négociation. Et attention, ne mentez pas sur votre salaire actuel. Il est inutile de le dévoiler spontanément, surtout s'il est bas. Focalisez-vous surtout sur la valeur de ce poste. Le meilleur moment pour aborder la rémunération dans un processus de recrutement, c'est lorsque l'employeur vous a choisi. Quand ils disent « on est prêt à vous faire une offre », c'est là que vous avez le plus de levier. Ils ont envie de conclure avec vous. Vous êtes le candidat final et idéal. Alors surtout, ne signez jamais sur le champ. Si l'offre n'est pas à la hauteur de vos prétentions, bien entendu. Remerciez-les d'abord, montrez votre enthousiasme pour le poste, et puis ouvrez la discussion. L'offre me plaît beaucoup, je me projette déjà chez vous. J'aimerais simplement revoir un point, le package salarial. C'est tout à fait attendu par les recruteurs. Beaucoup de candidats n'osent pas, alors qu'en face, ils ont souvent gardé une marge en prévision de cette négociation. Alors, concernant le timing précis, idéalement, obtenez l'offre par écrit. Un email peut suffire, bien entendu, avec les détails. Puis demandez un délai court, par exemple 24-48 heures pour répondre. Cela vous permet en fait de préparer votre négociation au calme. Ensuite, revenez vers eux pour discuter avec les ajustements souhaités. Par exemple, après réflexion, je suis vraiment motivé pour le poste. Cependant, le salaire proposé est de 50 000 euros, alors que mes recherches de marché et mon expérience me font penser qu'un salaire de 55 000 euros serait beaucoup plus approprié. Est-ce que c'est négociable? Vous l'avez dit calmement, appuyez sur des faits et sans ultimatum. Alors, on a l'autre version, c'est lorsqu'on est en poste, c'est là qu'on va négocier une augmentation de salaire. Alors tout d'abord, renseignez-vous sur la politique de l'entreprise. Y a-t-il des revues annuelles de salaire? Si oui, eh bien c'est à ce moment-là qu'il va falloir négocier. Et vous devez travailler ça quelques semaines à l'avance, avant que les décisions d'augmentation soient bouclées. Typiquement, en général, c'est vers la fin de l'année, entre octobre, novembre, décembre. Si votre entreprise n'a pas de processus formel, à ce moment-là, vous pouvez créer l'opportunité. Idéalement, choisissez un moment où votre performance est particulièrement visible. Juste après avoir bouclé un gros dossier, avec de beaux succès, une satisfaction client interne irréprochable, et à ce moment-là, vous déclenchez un entretien annuel d'évaluation. Par contre, à l'inverse, évitez les périodes de crise. Pas juste après l'annonce d'un plan de réduction des coûts, par exemple, ou en pleine tourmente de la direction qui doit se serrer la ceinture. Concrètement, demandez un entretien dédié avec votre supérieur hiérarchique et possiblement le directeur ou le responsable des ressources humaines, si c'est la procédure. N'y allez surtout pas à l'improviste, entre deux portes, d'accord? Un email ou un tête-à-tête du style « J'aimerais faire le point sur mes responsabilités et ma rémunération. Pouvez-vous me consacrer 30 minutes tel jour ?» C'est pro, et puis ça met le sujet à l'agenda. Lors de l'entretien, commencez par valoriser vos réalisations récentes. Faites un bref résumé de ce que vous avez accompli, notamment depuis la dernière augmentation. Parlez le langage de l'entreprise, donc les chiffres, les économies générées, les projets menés, la satisfaction des clients internes, etc. Montrez que vous êtes encore plus utile et performant qu'au moment où on a fixé votre dernier salaire. Ensuite, mettez en perspective d'autres éléments externes. Comme vous le savez, le marché des achats évolue. D'après le guide des salaires achats, un acheteur de mon niveau d'expérience se situe plutôt autour de 60 000 euros bruts par an. N'hésitez pas à citer la source avec toutes d'autres études si nécessaire. Ça va crédibiliser votre demande. Vous apportez donc des benchmarks qu'ils pourront vérifier en fait et sur lesquels parfois ils sont même conscients. Ensuite, formulez clairement votre demande. Je suis aujourd'hui à 45 000 euros bruts. Au regard de mes résultats et des pratiques de marché, j'estime qu'un passage à 50 000 euros bruts serait justifié. Vous pouvez parler en augmentation en pourcentage si ça vous semble plus doux. Ça représente environ 10% d'augmentation. Mais beaucoup de managers préfèrent raisonner en montant absolu.
Alors autant annoncer la couleur directement. Dites-le d'ailleurs sans tourner autour du pot. Si vous-même vous avez l'air de ne pas y croire, ou que vous ajoutez si c'est possible, s'il vous plaît, si je vous dérange pas, etc. Bon bah, vous donnez une porte de sortie finalement à votre interlocuteur. Donc affirmez votre valeur, calmement et avec le sourire. Ensuite, adoptez la bonne attitude, que ce soit en entretien d'embauche ou lors d'une augmentation déjà en poste. La stratégie gagnante, c'est la fermeté sur le fond, mais la flexibilité sur la forme. Le but, c'est d'avancer un chiffre qui soit suffisamment précis, mais que vous êtes prêt également à écouter et à trouver un terrain d'entente, c'est la flexibilité, par rapport à votre employeur. Par exemple, dans les questions, vous pouvez dire comment peut-on se rapprocher de cette position? Quelle option avons-nous pour atteindre mon objectif? Comme ça vous permet finalement d'avoir des portes de sortie. On reviendra un peu plus tard sur les scripts. Mettez-vous également à la place de votre interlocuteur. En négociation fournisseur, vous pensez toujours à vos objectifs, mais aussi à ceux du fournisseur, pour trouver un deal acceptable. Eh bien ici, le fournisseur, c'est votre employeur. C'est lui qui va acheter vos compétences. Demandez-vous qu'est-ce qui pourrait le convaincre. Par exemple, un patron sera sensible au fait de fidéliser un élément clé de son équipe. Ça va lui éviter un coût de recrutement, ça va lui permettre peut-être d'avoir de l'équité interne par rapport à d'autres salariés. Et puis, il va penser au retour sur investissement. Si vous coûtez 5 000 € de plus, mais que vous rapportez 500 000 € d'économie, le calcul n'est pas déconnant. Dans votre discours, montrez que votre demande sert aussi à l'entreprise. Par exemple, avec les projets à venir, je suis déterminé à contribuer sur cette lancée. Et un ajustement salarial reflèterait mon engagement à long terme ici. Cela rassure sur le fait que vous n'allez pas prendre l'augmentation et puis finalement vous sauver ou ne plus rien faire juste après. Troisième point, préparez vos alternatives. Parfois, malgré toute votre stratégie, vous sentirez un blocage. D'où l'importance d'avoir une alternative en tête. En entretien d'embauche, votre alternative, c'est peut-être une autre opportunité en cours, ou la possibilité de rester à votre poste actuel si vous n'êtes pas en recherche active. En poste, l'alternative peut être d'entamer des recherches ailleurs, si vraiment on refuse de vous reconnaître à votre juste valeur. Alors, ce n'est pas joyeux à envisager, mais c'est une réalité. Si le marché paye 20% de plus votre profil et que votre entreprise ne peut pas ou ne veut pas s'aligner, il faudra peut-être aller voir ailleurs. Puis, savoir, cela vous donne du pouvoir dans la négo. Même si vous ne dites pas ouvertement, vous le savez et ça se sentira dans votre assurance. C'est ce qu'on appelle le BATNA, d'accord? La best offer. Bien sûr, dans l'idéal, il vaut mieux obtenir ce que vous recherchez sans créer de crise. En résumé, sur cette stratégie, choisissez d'abord le moment opportun. Ensuite, présentez votre demande de façon structurée et confiante. Et gardez à l'esprit votre objectif et les contraintes potentielles de l'autre côté. Négocier votre salaire, ce n'est pas un combat. C'est la recherche d'un accord gagnant. Vous voulez être mieux payé et l'entreprise veut un collaborateur motivé qui reste et qui performe. Donc faites en sorte que votre interlocuteur comprenne bien que tout le monde a à y gagner. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on dit? Quels mots utiliser ou au contraire à éviter? Lors de cette conversation parfois délicate, eh bien, quelques mots peuvent accélérer ou freiner votre négociation. C'est pour cela que j'ai essayé de créer quelques scripts d'exemple. Alors, premier script. Parlons maintenant formulation et communication. Comment exprimer votre demande de la meilleure manière? Alors, je vais vous donner des scripts et des phrases types en français, qui peuvent être adaptables en anglais, bien entendu, pour différentes situations de négociation salariale. N'hésitez pas à les noter, ou du moins à les écouter attentivement, et à vous imaginer dans ce contexte pour voir lequel de ces styles se rapproche le plus de votre personnalité. Alors commençons par un script pour une embauche.
Vous avez reçu une offre d'embauche à 45 000 euros, alors que vous visiez 50 000 euros brut annuels. Vous êtes très intéressé par le poste, mais vous voulez quand même tenter d'améliorer le package. Alors, voilà ce que vous pourriez dire. Merci beaucoup pour cette offre. Je suis ravi que vous me proposiez de rejoindre l'équipe. Le poste m'emballe vraiment, mais avant de finaliser, j'aimerais discuter d'un dernier détail, le package de rémunération. En effet, je me suis penché sur l'offre à tête reposée, et compte tenu de mon expérience et des standards du marché, je m'attendais plutôt à un salaire aux alentours de 50 000 euros. Est-ce qu'on pourrait envisager un ajustement de ce côté-là? Arrêtez-vous. Laissez-les répondre. Laissez un silence. C'est très important dans la négociation et ne comblez surtout pas le vide. Si le recruteur ou le manager répond par exemple 50 000 euros, c'est un peu au-delà de notre budget initial, vous pouvez enchaîner. Je comprends. Mais est-ce que vous avez un budget en tête? Je tiens vraiment à rejoindre votre entreprise et je veux que nous trouvions un terrain d'entente. Qu'est-ce qui serait possible? Donc ici, vous renvoyez la balle poliment. Peut-être qu'ils feront une contre-proposition à 48 000 euros. Ou bien supposons qu'ils disent 47 000 euros. Voilà, le recruteur va vous dire, on peut monter à 47 000 euros, mais difficilement au-delà. Alors 47, c'est pas 50, mais c'est mieux que 45. Vous pouvez alors élargir le terrain. Vous pourriez dire, par exemple, d'accord, 47 000 euros en fixe, mais est-ce que le bonus annuel est fixe ou peut-il être négocié? Si on peut augmenter la part variable, ça compenserait très bien mes attentes. Ou alors, vous pourriez dire, bon, 47 000 euros, j'apprécie l'effort. Pour conclure maintenant, pouvez-vous également inclure une prime de bienvenue de 3 000 euros, sachant que je quitte une entreprise où j'avais un bonus qui tombera que dans 6 mois et que je risque de perdre? Ou encore, vous pourriez dire, eh bien, si 50 000 euros est impossible, tout de suite en tout cas, seriez-vous ouvert à revoir mon salaire dans 6 mois? En fonction de mes résultats, bien entendu. J'aimerais avoir l'opportunité de prouver ma valeur et d'évoluer rapidement. Vous voyez, ces 3 réponses alternatives montrent que vous cherchez un compromis. Soit un autre élément du package, le bonus ou la prime, soit un engagement futur écrit, et c'est du donnant-donnant. L'important dans le script d'embauche, c'est de rester enthousiaste et constructif. Ne dites jamais, c'est 50 000 euros ou rien. Sinon, je refuse. Surtout sur un temps sec. Sauf si vraiment vous êtes prêt à refuser net. Mais gardez plutôt à l'idée qu'on est partenaire. On veut que ça marche. Donc, aidons-nous à trouver une solution. Si vous avez plusieurs pistes en parallèle, vous pouvez être un peu plus ferme, mais toujours poli. Car vous avez beaucoup moins à perdre dans ces cas-là. Par exemple, vous pourriez dire, j'apprécie votre offre, mais j'ai une autre opportunité à 50 000 euros. Si vous pouvez vous y aligner, je signerai chez vous sans hésiter. Le poste m'intéresse beaucoup plus, etc. C'est risqué, mais au moins c'est honnête. Et puis ça donne à l'employeur la chance de s'aligner au lieu de perdre un bon candidat juste pour 3 000 euros par an. Maintenant, prenons un script pour une augmentation interne. Vous êtes en entretien annuel avec votre manager, vous avez préparé vos arguments et vous allez formuler votre demande d'augmentation. Alors, par exemple, vous pourriez dire, cette année, j'ai pu réaliser de beaux résultats. J'ai dépassé mes objectifs d'économie en atteignant 500 000 euros sur le projet X. J'ai rationalisé le panel de fournisseurs, ce qui a amélioré la qualité de 15%. Et j'ai formé 2 juniors dans l'équipe. Je suis fier de contribuer autant à l'entreprise. Mais au vu de ces éléments, et en me comparant aux pratiques du marché pour mon poste, j'aimerais discuter d'un ajustement sur ma rémunération. Actuellement, je suis à 42 000 euros brut annuel. Et d'après mes informations, un acheteur senior de mon niveau se situe plutôt autour de 48 à 50 000 euros. J'aimerais donc évoluer vers 48 000 euros. À ce moment-là, tenez-vous droit, regardez-le dans les yeux et souriez après avoir dit le chiffre. Le manager va dire, 48, c'est quand même 15% d'augmentation, c'est plutôt élevé. On n'a pas l'habitude d'augmenter autant d'un coup. Alors là, vous pourriez dire, je sais que c'est conséquent,
Je justifie par l'évolution de mon rôle depuis 2 ans et mes résultats. J'ai pris en charge la catégorie emballage en plus du reste. Et comme je disais, les économies générées sont significatives. Je pense avoir prouvé ma valeur. J'aime beaucoup travailler ici et je veux continuer à m'investir à 100%. C'est pour ça que j'aimerais que ma rémunération soit alignée avec ma contribution et ma motivation. Ici, vous voyez, vous jouez un peu plus la carte de l'investissement, de l'attachement à l'entreprise, pour montrer que ce n'est pas juste de la gourmandise, mais aussi pour pouvoir continuer sereinement. Peut-être que le manager pourrait vous répondre: écoute, je reconnais tes résultats, ils sont excellents. Mais malheureusement, le budget est serré, on a des lignes directrices et la RH est intransigeante. C'est une objection typique qu'on détaillera après. Dans ce cas-là, vous pourriez répondre: écoutez, je comprends qu'il y a des contraintes, mais quelle augmentation pouvez-vous envisager pour cette année? Peut-être que votre manager répondra: je pourrais défendre 5%, c'est-à-dire 2 000 € bruts de plus, mais difficilement plus. Alors 5%, c'est loin de 15%. Dans ce cas-là, vous avez 2 options. Soit vous sentez que c'est fermé et vous allez devoir revenir plus tard, soit vous tentez un terrain d'entente tout de suite. Par exemple, vous pouvez lui dire: écoutez, merci pour cette proposition. Écoutez, que diriez-vous de 8%? C'est en dessous de ce que je vise, mais je comprends vos contraintes. Ou bien, si 8% n'est pas possible en une fois, on peut peut-être partir sur 5% maintenant et convenir d'une revue dans 6 mois. Si j'atteins les objectifs X et Y que nous avions fixés ensemble, on actera les 10% au total à ce moment-là. Qu'en pensez-vous? Vous avez donc offert une troisième voie: étaler l'augmentation sous condition de performance, que vous serez capable d'atteindre, bien entendu. Cela montre votre bonne foi et votre confiance en vous. Si le manager acquiesce sur cette idée, écoutez, ça me paraît jouable. Je peux proposer cela, en tout cas, à la DRH. Alors vous répondrez: écoutez, super, merci beaucoup. Je suis content qu'on ait trouvé un compromis. Je vais tout faire pour mériter cette confiance et atteindre les objectifs qu'on fixera ensemble. Serrez-lui la main avec le sourire. Vous avez obtenu quelque chose et laissez une impression positive. Alors passons maintenant à quelques phrases magiques et surtout au langage positif. En vrac, voici quelques formulations efficaces en négociation salariale. Compte tenu de mon expertise, j'avais en tête, plutôt que je veux tant d'argent. On introduit la raison. Ou bien, est-ce qu'il serait possible d'envisager? C'est une formule polie pour proposer. Qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux? Vous poussez l'offre finalement à s'améliorer sans lui proposer de chiffres précis. J'aimerais beaucoup travailler avec vous et je suis sûr qu'on peut trouver un terrain d'entente. Ça, c'est rassurant, on est des alliés. On ajouterait par exemple une clause de revue salariale dans 6 mois et je suis prêt à accepter l'offre dès maintenant. C'est concret et c'est engageant. Ou bien mes ressources indiquent plutôt une fourchette de temps à temps pour ce poste. Ça amène à argumenter sur le marché. Je comprends que c'est au-dessus des standards internes, mais voilà. Voilà pourquoi je pense que c'est justifié, parce que, et là, vous donnez finalement vos arguments. Ou bien je suis ouvert à discuter d'autres éléments du package si besoin. Ça montre de la flexibilité. Vous voyez, on a pas mal de langages possibles. Alors, à l'inverse, il y a quelques pièges de langage à éviter. Surtout, ne pas s'excuser d'emblée de demander. Évitez les désolé de parler de ça, et surtout ne pas dire j'ai besoin d'une augmentation parce que j'ai des problèmes d'argent. L'entreprise vous paye pour votre travail, pas pour vos charges personnelles. Restez sur le professionnel uniquement. Et surtout, bien entendu, ne menacez pas de démissionner à tout bout de champ. Si vous ne m'augmentez pas, je m'en vais. Surtout sur un ton agressif. C'est rarement bien perçu. On peut faire comprendre à quelqu'un, finalement, sans être menaçant. Un autre point, ne mentez pas sur une offre concurrente que vous n'avez pas. Un bluff, c'est très risqué. Ça peut cramer votre relation si elle est découverte. Par contre, mettez en avant votre valeur réelle. Ça, c'est crédible. Entraînez-vous à haute voix à prononcer ces phrases pour qu'elles sortent de manière naturelle.
L'objectif n'est pas de réciter un texte figé, bien entendu, mais d'être plutôt à l'aise avec les tournures positives, professionnelles et fermes à la fois. Alors, je vous propose maintenant de passer à quelques objections que vous pourriez entendre de la part de votre interlocuteur. Et puis, bien entendu, les parades pour y répondre sans vous laisser trop déstabiliser. Un bon négociateur, rappelez-vous, se prépare. Comme aux échecs, il anticipe les coups de l'adversaire. Donc voici les objections les plus courantes en négociation salariale. Et comment y faire face. Objection numéro 1. Le budget est serré, on n'a pas de marge cette année. Je comprends le contexte, on est contraint. Eh bien, permettez-moi, malgré tout, d'insister sur le fait que ma demande est raisonnable par rapport au marché et à mes résultats. Que pouvons-nous faire pour reconnaître ma contribution? Par exemple, si une augmentation immédiate est difficile, est-ce qu'on peut convenir d'une prime exceptionnelle ou bien d'une réévaluation dans quelques mois? L'idée ici est de montrer que vous entendez sa contrainte, vous avez même de l'empathie, mais quand même de garder le sujet ouvert. Vous proposez une alternative. Au lieu de dire « Ah bon, bah d'accord, tant pis », eh bien, vous pouvez aussi demander « À partir de quand pensez-vous que ce sera envisageable ?» pour obtenir un engagement futur. Deuxième objection. Tu es déjà bien payé par rapport à la moyenne de l'équipe. Ou bien c'est le maximum que permet notre grille à ce poste. Alors là, la parade, c'est je comprends que l'équité interne est importante. Chaque cas est particulier. En ce qui me concerne, j'ai élargi mon périmètre et je performe fortement. Le marché externe, lui, valorise mon profil à un niveau supérieur. Et j'aime l'équipe. Et je ne cherche pas à être inéquitable par rapport aux autres, juste à être rémunéré à la hauteur de mon apport. Alors, peut-on réfléchir à un moyen de récompenser mes contributions sans créer d'injustice? Par exemple, en me positionnant sur un projet plus ambitieux, avec une compensation adaptée. Ici, vous montrez que vous comprenez le point de comparaison interne, mais vous ramenez la discussion sur vous et votre valeur spécifique. Vous pouvez suggérer une évolution de poste. Si le niveau actuel est plafonné, peut-on envisager de me faire évoluer dans un poste de catégorie supérieure? Si c'est réaliste, bien sûr. Troisième objection. On ne peut pas dépasser 3% cette année, c'est la politique pour tout le monde. C'est un peu la variante de la 2, qui est assez courante dans les grands groupes, avec des politiques achats globales et assez figées. Alors, de votre côté, vous pourriez répondre, je sais qu'il y a des politiques générales. Cependant, des exceptions sont parfois possibles pour retenir les meilleurs éléments. J'aimerais croire que c'est mon cas, au vu de mes réalisations passées. Que peut-on faire pour me rapprocher du marché? Si le salaire ne peut pas bouger maintenant, peut-être que vous pourriez m'accorder une promotion officielle ou une prime, en attendant de réajuster le fixe l'année prochaine. Souvent, les managers ont une enveloppe globale de 3%, gardez-le en tête. Mais ils peuvent répartir de manière inégale ces 3%. Sous-entendu, vous méritez une exception. Pour inciter le manager à vous donner, par exemple, 5%, eh bien, quelqu'un d'autre va peut-être avoir 1% parce qu'il performe moins bien. Aussi, si c'est strict, visez d'autres avantages qui sont hors grille. Les promotions, les primes, des missions spéciales, du télétravail, etc. Objection numéro 4. Cette fois-ci, plutôt à l'embauche. Là, on pourrait vous dire, on vous fait notre meilleure offre, et on ne peut vraiment pas plus. Alors là, la parade, ça serait de dire, par exemple, je comprends que vous avez une contrainte budgétaire, j'apprécie vraiment l'offre, et je veux vraiment rejoindre votre entreprise. Mais je veux être certain de prendre la bonne décision. Est-ce que 50 000 €, c'est absolument votre dernier mot? Et là, vous laissez un silence. Alors, s'il bloque totalement, vous pouvez dire, très bien, dans ce cas, pourriez-vous me confirmer que nous ferons un point salarial après 6 mois, si mes performances sont au rendez-vous? J'aimerais avoir
à minima cette perspective. L'idée, c'est de vérifier qu'ils ne bougeront vraiment pas, bien entendu. Mais s'ils voient que vous hésitez à cause de ça, une entreprise motivée fera un geste, même symbolique, par exemple 1 000 € de plus. S'ils ne peuvent rien maintenant, eh bien, arrachez un engagement futur ou un avantage intangible. Alors, par exemple, j'espère bénéficier rapidement d'une évolution, car j'ai beaucoup d'ambition. Ou bien, on en a discuté, mais j'aurais aimé être en télétravail le mercredi. Ou bien avoir des horaires un peu plus flexibles, parce que j'ai mon enfant à récupérer à 4h30. Passons à l'objection numéro 5. Le non-dit, le langage corporel qui joue également. Par exemple, je ne suis pas sûr de la demande. Parfois, le manager va reformuler. Il va être mal à l'aise dans la manière de vous présenter une nouvelle rémunération. Là, vous pouvez dire, écoutez, je sais que parler salaire n'est pas toujours confortable, mais c'est un sujet important et je préfère en parler ouvertement. Mon intention est positive. Je suis engagé ici, je veux que ce soit durable, d'où ma démarche de trouver un accord qui nous convienne à tous les deux. En gros, rassurez-le sur vos intentions. Vous n'êtes pas juste vénal ou ingrat. Ramenez-le juste à l'aspect business, à l'aspect gagnant-gagnant. Vous avez également l'objection 6. Non, ce n'est pas possible. Alors là, si on vous oppose un refus catégorique sans justification, vous avez le droit de demander « Puis-je savoir ce qui motive un tel refus ?» histoire d'obtenir une info. Si vraiment c'est non, point barre, alors 2 choix s'offrent à vous. Soit vous acceptez et retentez un peu plus tard, soit vous activez votre plan B, généralement, c'est d'aller chercher ailleurs. Dans tous les cas, restez professionnel jusqu'au bout. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je suis déçu, mais je comprends votre position. Et là, il faudra évaluer vos options en coulisses. Parfois, un refus net, maintenant, ne veut pas dire un non à vie. Montrez que vous savez encaisser avec maturité. Ça peut forcer le respect et inciter à reconsidérer, peut-être plus tard, votre demande. Donc, entraînez-vous à répondre à ces objections. Jouez la scène avec un ami, par exemple. Il fait le manager, qui dit non pour telle ou telle raison, et vous vous appliquez à faire les répliques. Ainsi, le jour venu, vous ne serez pas pris au dépourvu et vos mots sortiront plus naturellement. Une autre astuce, durant la négociation réelle, gardez une attitude ouverte. Si vous rencontrez de la résistance, n'hésitez pas à poser des questions plutôt qu'à tout de suite argumenter. Par exemple, quelles seraient les conditions pour envisager une augmentation plus importante? Question ouverte. Ou bien, que me conseillez-vous pour faire évoluer mon niveau de rémunération? Vous impliquez ainsi votre interlocuteur dans la recherche de solutions, plutôt que de faire un bras de fer pur et simple. Enfin, sachez clôturer la discussion. Si vous arrivez à un accord, même partiel, reformulez-le pour clarifier. Donc on part sur 5% maintenant et une revue en janvier prochain. C'est bien cela? Et remerciez pour l'écoute et l'effort. Si vous n'avez pas d'accord, gardez la tête haute. Merci de m'avoir écouté. Je reste motivé et on en reparlera. J'espère, quand la situation le permettra, nous pourrons augmenter mon salaire. Vous semez donc la graine pour la prochaine fois. Et n'oubliez pas, chaque négociation, même si elle n'aboutit pas à tout ce que vous vouliez, c'est une occasion de montrer que vous savez vous défendre. Et c'est important pour votre image professionnelle. Et qui sait, votre manager peut-être va réfléchir. Peut-être après coup, il reviendra vers vous. D'ailleurs, pour concrétiser tout cela, faisons une mise en situation. Imaginez une scène de négociation salariale et voyons comment les choses peuvent se dérouler en pratique. Alors, je vais vous jouer les 2 rôles. On aura Claire, acheteuse depuis 4 ans dans son entreprise, qui va négocier son salaire. Et mettons qu'on est Monsieur Lefebvre, son manager. Claire a très bien travaillé, elle a de solides arguments, mais Monsieur Lefebvre est un manager un peu classique et prudent sur les budgets. Alors c'est parti. Je suis Claire. Bonjour, Monsieur Lefebvre, merci de prendre ce temps avec moi. Bonjour Claire,
Je t'en prie, installe-toi. Tu voulais me parler de ton évolution, c'est ça? Oui, c'est ça. Comme vous le savez, cela fait 4 ans que je suis acheteuse, chez, XYZ. Cette dernière année a été particulièrement fructueuse. J'ai mené la renégociation des contrats logistiques, ce qui a permis d'économiser 300 000 euros. J'ai obtenu un taux de satisfaction des clients internes de 95 sur mon périmètre. Mes missions se sont élargies également. On m'a confié les achats IT, en plus des achats généraux. Et je suis vraiment contente de contribuer autant à la performance de l'entreprise. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu fais du bon travail, Claire. On est d'ailleurs très content de ce que tu fais. Merci, ça me fait plaisir. Justement, j'aimerais parler de ma rémunération par rapport à tout ça. Et pour être direct, je souhaiterais envisager une revalorisation de mon salaire. Bon, d'accord. Et tu penses à quel ordre de grandeur? Actuellement, je suis à 38 000 euros brut annuels. Et d'après mes recherches, un poste d'acheteur avec mon expérience tourne autour de 45 000 euros sur le marché. Je l'ai vu par exemple sur le dernier guide des salaires achats. Ils indiquaient entre 42 000 et 48 000 euros en moyenne. Et au vu de mes résultats et des responsabilités accrues, j'aimerais atteindre au moins 43 000 euros brut annuels. Voilà. Tu me demandes de passer de 38 000 à 43 000 euros annuels, ça fait 5 000 euros de plus. C'est 13% d'augmentation. Tu sais, cette année, les augmentations sont plutôt de l'ordre de 3% maximum. Je comprends, je comprends que c'est au-dessus des standards habituels. Cependant, je me base vraiment sur les éléments concrets. Mon rôle, c'est développer. Je fais le travail d'un acheteur senior désormais et j'apporte des économies significatives. Je pense sincèrement que 43 000 euros est mérité. Et puis, 43 000 euros, on reste au-dessous de la moyenne du marché sur 4 ans, pour 4 ans d'expérience. Alors, je ne demande pas la lune non plus. Alors, c'est vrai, personne ne remet en cause ton mérite, Claire. Tu le sais. Mais bon, les budgets sont serrés. Cette année, on a eu des imprévus. Et la direction m'a donné beaucoup de marge, beaucoup moins de marge pour les augmentations. Oui, j'ai entendu. Il y a des contraintes. Mais quelle augmentation pourriez-vous envisager pour moi malgré tout? Même approximativement. Franchement, je peux défendre peut-être 4% pour toi, soit 1 500 euros environ, mais pas plus. D'accord, 4%. Merci de me proposer déjà. Mais permettez-moi d'argumenter encore un peu. Si on regarde ma progression depuis mon embauche, j'ai commencé à 34 000 euros il y a 4 ans. Je suis à 38 000 euros aujourd'hui. 4% ferait 39 500 euros brut. En 4 ans, ce serait que 16% d'évolution au total, en 4 ans, alors que mes responsabilités ont pratiquement doublé. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois bien, Claire. Mais moi, je dois compter également avec la ligne directrice de l'entreprise. Je comprends tout à fait. Alors voilà ce que je vous propose. Actons les 4% maintenant. Mais si vous êtes d'accord, on se fixe un rendez-vous dans 6 mois. Et d'ici là, je vais continuer à me surpasser. Par exemple, je vais m'occuper du projet de réduction des fournisseurs inutiles qu'on a évoqué lors de la dernière réunion. Et je vise encore 5% d'économie sur ce budget. Si j'atteins cet objectif, alors, lors de notre point dans 6 mois, on pourrait ajuster mon salaire vers 43 000 euros, comme discuté. Qu'en pensez-vous? Hmm, Ce que tu me proposes est raisonnable. Ça me laisse le temps de prévoir ça dans le budget, notamment en milieu d'année, d'en discuter avec la RH. Donc d'accord, faisons comme ça. 4% maintenant, et on se revoit au milieu de l'année prochaine pour potentiellement ajuster de nouveau en fonction de tes résultats. Merci beaucoup. J'apprécie que vous entendiez ma demande. Et je suis motivé plus que jamais. Je vais tout faire pour qu'on puisse effectivement valider cet engagement. Merci pour votre confiance. Très bien. Eh bien, écoute, continue comme ça, Claire. Merci également. On coupe la scène. Voilà comment ça peut se passer. C'est un exemple, bien entendu.
Claire n'a pas eu les 43 000 € tout de suite, mais elle a obtenu plus que les premières propositions et surtout un engagement concret pour l'avenir. Elle a gardé le dialogue ouvert, elle n'a pas braqué son manager et elle a mis en avant des bénéfices mutuels. Elle reste motivée et vise de nouveaux objectifs. L'entreprise donc y gagne également. Bien sûr, chaque situation est unique. Parfois, vous aurez un manager plus accommodant qui dira oui facilement. Parfois, il faudra plusieurs discussions. Et parfois, comme Claire, vous trouverez un compromis intermédiaire. L'important est de rester professionnel, factuel et persévérant. Même si on ne vous dit pas oui tout de suite, vous aurez montré que vous savez vous affirmer. Et rien que ça, c'est noté par votre supérieur. Et la prochaine fois, ils y penseront à 2 fois avant de vous proposer un montant trop bas. N'oubliez pas non plus que la négociation salariale ne se joue pas uniquement lors de l'entretien formel. Tout au long de l'année, vous négociez aussi votre valeur par votre attitude. Par exemple, si vous prenez des initiatives, si vous communiquez vos succès auprès de votre hiérarchie. Alors attention, sans arrogance, mais en vous rendant visible. Vous préparez le terrain pour qu'au moment de parler salaire, votre boss soit déjà conscient de votre contribution. Comme en négociation commerciale, il y a un travail relationnel et de confiance à réaliser en amont de la négociation. Alors, entraînez-vous avec ces mises en situation. Imaginez-en d'autres. Par exemple, une négociation téléphonique avec un recruteur ou un échange informel avec votre chef à la pause café qui mentionnerait cette opportunité. Plus vous serez à l'aise en simulation, plus vous le serez en réalité. Alors, avant de conclure, un mot sur quelques cas particuliers qui demandent d'adapter votre approche. On a le secteur public et le contexte international. Dans le secteur public, soyons clairs, la négociation salariale classique est très limitée. Les rémunérations sont souvent établies selon des grilles indicielles liées à votre grade, à l'ancienneté, etc. Si vous êtes un fonctionnaire de catégorie A, B, C, votre salaire de base, finalement, il est plutôt fixe, non négociable individuellement. C'est l'échelon qui compte. Est-ce que, finalement, une raison pourrait faire que ça évolue? Souvent, c'est non. Donc, il faut utiliser d'autres leviers. Par exemple, dans la fonction publique, l'augmentation de salaire passe surtout par la promotion de grade ou l'accès à un poste de niveau supérieur. Alors, vous ne pouvez pas dire « je veux tant de plus » directement. Mais vous pouvez travailler à obtenir une promotion plus rapide, notamment via des concours internes, la mobilité vers un poste de catégorie supérieure, etc. Vous pouvez aussi négocier sur l'affectation. Certains postes viennent avec des primes spécifiques, des primes de fonction, de résultats, des indemnités liées à certaines responsabilités. Un acheteur public qui obtient la responsabilité d'un service peut accéder à une indemnité de fonction plus élevée. C'est une manière détournée d'augmenter le salaire. Si vous êtes contractuel public, donc non titulaire, là, il y a un peu plus de marge lors de l'embauche. Mais souvent, l'administration aura son barème en tête. Donc, tentez malgré tout. Par exemple, ce poste m'intéresse beaucoup. Serait-il envisageable de me positionner plutôt sur l'indice ou le grade X, un peu plus élevé? Et si vous avez de l'expérience, ils peuvent parfois vous recruter à un niveau au-dessus de celui initialement prévu. Montrez patte blanche dans le public. Insistez sur votre motivation pour la mission de service public, tout en défendant votre valeur ajoutée, vos compétences rares, etc. Cela va justifier, finalement, pour vos recruteurs, de vous mettre au maximum de la fourchette possible. Et si vraiment le salaire est strictement fixe et non négociable, concentrez-vous sur les à côté. Plus de congés. Vous avez certains établissements publics qui peuvent accorder des jours de congés additionnels hors régime général. Des formations payées. Du télétravail. Vous savez que l'État commence à le permettre très largement aujourd'hui. Bref, optimisez tout ce qui peut l'être dans le cadre réglementaire. Négocier, ça peut aussi être de négocier des moyens. Par exemple, on ne peut pas vous donner 1 centime de plus, mais on peut peut-être vous fournir un meilleur équipement. Je sais pas, un assistant partagé, etc. Alors, ce n'est pas du salaire,
mais ça peut améliorer vos conditions de vie. Un autre sujet, c'est plutôt à l'international. La négociation salariale a des codes très différents dès qu'on est à l'international et il faut les connaître. Chaque pays a sa culture. Dans les entreprises anglo-saxonnes, États-Unis, Royaume-Uni, négocier son salaire est non seulement courant, mais c'est attendu. Un recruteur aux États-Unis sera beaucoup moins surpris qu'un recruteur français si vous négociez directement votre salaire. Alors attention toutefois à être concis et orienté business dans vos arguments. Parlez plutôt en package total. Eux vont regarder finalement votre coût annuel, y compris les bonus, les avantages, etc. Aux États-Unis, souvent, les offres mentionnent une fourchette. On appelle ça un range. Et il est normal de discuter pour se placer dans le haut du range, si vous êtes expérimenté notamment. Les Américains sont aussi familiers des bonus de signature, des stock options pour attirer les talents. Donc, si vous êtes en position de force, osez demander ces éléments. Au pire, ils diront non, mais ça ne choquera pas de tenter. En Europe, en dehors de la France, les pratiques varient. Dans certains pays nordiques, la transparence salariale est plus grande, donc la négociation est plus encadrée par des conventions. En Allemagne, vous pouvez négocier, mais soyez prêt à justifier toute demande par des compétences techniques ou des qualifications précises. Les Allemands aiment les faits et les certifications. En Suisse, tous négocient aussi. Mais n'oubliez pas que le coût de la vie est beaucoup plus élevé également. Donc, argument recevable pour demander un salaire suisse élevé, c'est de donner votre expérience dans une région en particulier. Dans les pays d'Afrique francophone, si vous êtes expatrié, négociez les avantages d'expatriation. Logement, véhicule, billets d'avion pour rentrer, assurance santé internationale. Le salaire local peut être moins élevé qu'en Europe, mais le package expatrié peut combler largement. Si vous êtes local, au contraire, la négociation se base souvent sur le titre et la classification de poste. Est-ce que vous êtes dans une multinationale, oui ou non, ou plutôt dans une petite entreprise locale? Sachez que les marges de manœuvre existent, surtout dans les filiales de groupes étrangers. Sur le plan culturel, dans certains pays d'Asie, par exemple, la négociation salariale est moins frontale. On y met plus de forme, voire on passe par un recruteur intermédiaire pour faire le pont. Donc, adaptez votre style. Peut-être plus indirect en Asie par rapport à l'Europe, peut-être plus long terme avec plus de loyauté en Asie, comme au Japon par exemple, où on valorisera beaucoup plus la progression interne sur la durée plutôt que l'argent immédiat. Si vous négociez en anglais ou dans une autre langue, préparez aussi vos phrases clés dans cette langue. Négocier dans une langue étrangère peut ajouter du stress. Donc, entraînez-vous à dire par exemple, OK, based on my research and experience, I was expecting a salary in the range of, ou bien, considering my contribution, will it be possible to discuss a salary adjustment? Ainsi, le moment venu, vous ne chercherez pas vos mots. Et un autre aspect international, le contexte économique local. Renseignez-vous sur les coûts de la vie et les usages. Par exemple, négocier 10% d'augmentation en période d'inflation forte, comme on l'a vu récemment avec le Covid, etc., c'est légitime. Car sinon, c'est une augmentation nulle en pouvoir d'achat. Dans certains pays, il y a des ajustements annuels automatiques indexés sur l'inflation. Et sachez-le, pour ne pas griller votre cartouche de négo sur quelque chose que tout le monde obtient. D'accord? Donc, si c'est déjà indexé automatiquement, n'allez pas le négocier, réclamez-le seulement. Enfin, faites attention aux composants du package selon les pays. Un salaire brut en Angleterre ne comprend pas forcément la retraite, car souvent, c'est une cotisation privée à part. Aux États-Unis, l'assurance santé est un gros sujet. Une prise en charge complète vaut des milliers de dollars. Et dans certains pays, le 13e mois est obligatoire, par exemple au Brésil, en Italie. Donc, négocier un 14e mois peut-être plutôt qu'un 13e mois. Bref, informez-vous sur ce qui se pratique couramment pour ne rien oublier dans la discussion. Donc, que vous soyez dans le public, en mobilité internationale, retenez que la clé,
et d'adapter votre stratégie au contexte. Mais les fondamentaux restent les mêmes. Connaître votre valeur, être convaincu de votre légitimité et communiquer clairement vos attentes. Passons à la dernière partie, le plan d'action en 30 jours. Nous avons couvert beaucoup de choses. Et d'ailleurs, bravo, vous avez tenu bon jusqu'ici. Pour conclure, je vous propose un plan d'action sur 30 jours. Alors pourquoi 30 jours? Eh bien parce que je veux que dès ce mois-ci, vous passiez à l'action et que vous posiez les bases de votre prochaine négociation salariale. Donc voici un programme en plusieurs étapes, semaine par semaine. Commençons par la première semaine, qu'on va appeler recherche et diagnostic. Dans cette semaine-là, collectez des données, consultez les guides des salaires, notamment le guide des salaires achats qu'on a diffusé au sein de Devenir acheteur professionnel. Parcourez les offres d'emploi similaires. Repérez les salaires dans ces offres d'emploi. Discutez également avec des recruteurs spécialisés. N'hésitez pas à les appeler. Évaluez également votre position actuelle. Notez votre salaire et avantages actuels, tous les avantages. Comparez-les aux moyennes du marché. Est-ce que vous êtes en retard? Est-ce que vous êtes aligné? Est-ce que vous êtes plutôt en avance? Identifiez un ordre de grandeur de ce que vous pourriez demander. Par exemple, est-ce que c'est 10% d'augmentation, 5 000 € de plus? Et en fonction des écarts constatés, eh bien, vous commencez à lister les réalisations que vous avez menées pour atteindre votre objectif. Donc, vous prenez une feuille et vous écrivez toutes les choses dont vous pouvez être fier sur les 2 dernières années. Et chiffrez-les quand c'est possible. Des économies, des nombres de projets réalisés, la performance, la satisfaction. Ce brouillon va vous servir pour la semaine suivante. Donc passons à la semaine 2. Construction de votre dossier et objectifs. Formalisez votre argumentaire. À partir de la liste des réalisations, vous structurez 2 ou 3 arguments clés qui justifient une augmentation. Par exemple, depuis ma prise de poste, j'ai réduit les coûts de X%, piloté tel projet stratégique et élargi mon périmètre au-delà de ma fiche de poste. Ce sont vos cartes maîtresses. Ensuite, définissez vos objectifs de négociation. Fixez le salaire cible que vous visez, en vous basant sur la semaine 1 et votre recherche. Et éventuellement un minimum en dessous duquel vous ne seriez pas à l'aise d'accepter. Définissez aussi les autres éléments du package importants pour vous, le télétravail, les bonus, les primes, etc. Ce que vous voulez demander pour chacun de ces avantages. Et ensuite, préparez des preuves. Si possible, réunissez des documents de support. Par exemple, un mail de félicitations d'un client interne, un rapport montrant les économies réalisées, un extrait du guide de salaire sur votre poste précis. Avoir ces éléments concrets sous la main vous donnera confiance. Même si vous ne les montrez pas forcément, vous saurez que vous les avez et que vous ne les sortez pas du chapeau. Ensuite, identifiez le bon interlocuteur et le bon timing. Qui décide de votre salaire? Est-ce que c'est votre N+1 tout seul? Est-ce que c'est avec la RH? Est-ce que c'est un directeur complémentaire? Selon le cas, planifiez de parler d'abord à votre manager direct pour le convaincre lui, puis il portera votre demande. Regardez également l'agenda des prochaines semaines. Est-ce qu'il y a une revue de prévue? Sinon, notez à quel moment vous allez demander un rendez-vous, idéalement en semaine 3 ou 4. Passons à la semaine 3. Là, on passe à l'entraînement, à la prise de contact. Entraînez-vous activement, devant un miroir d'abord, puis ensuite devant des proches de confiance, et répétez votre speech. Entraînez-vous à énoncer vos arguments sans trembler, à annoncer le chiffre clairement. Entraînez-vous aussi à l'improvisation. Demandez à l'ami qui vous fait des objections de vous donner des exemples. Par exemple, on n'a pas de budget, c'est trop tôt, c'est pas le moment, etc. Et pratiquez vos parades. Plus vous le ferez, plus vous serez à l'aise le jour J. C'est exactement, finalement, comment se préparer à une soutenance ou un entretien. La répétition donne de l'aisance. Ensuite, affinez vos scripts. Préparez mentalement ou par écrit quelques phrases clés. Celles qu'on a vues, qui sont bien entendu adaptées à votre sauce. Par exemple, je pense avoir apporté beaucoup cette année,
et je souhaite être revalorisé en conséquence. Ou bien, j'avais en tête un montant de X milliers d'euros, est-ce envisageable? Et ensuite, pensez à la prise de contact. Si ce n'est pas déjà fait, sollicitez le rendez-vous avec votre supérieur ou le recruteur si c'est pour un poste externe. Envoyez un email poli. J'aimerais qu'on puisse échanger sur mon évolution et mes objectifs. Dites-moi quand vous seriez disponible. La personne comprendra sûrement que ça va parler rémunération sans que vous ayez à l'écrire noir sur blanc. Le but est qu'à la fin de la semaine 3, vous ayez calé un créneau, même si c'est en semaine 4 ou plus tard. Et renseignez-vous sur l'actualité de l'entreprise. Quels sont les résultats trimestriels, la nouvelle stratégie, l'histoire de l'entreprise. Le but est de savoir vous adapter pour votre discours. D'accord? Si l'entreprise vient d'annoncer des super résultats, profitez-en pour argumenter que vous y avez contribué. Ou inversement, si on est sur une annonce de plan d'économie, montrez que vous comprenez le contexte tout en justifiant que vous faites gagner de l'argent en faisant des économies. Et donc, passons à la semaine 4. Passage à l'action et suivi. C'est le grand jour. C'est le moment d'avoir cet entretien. Donc, relisez vos notes la veille, dormez bien, arrivez confiant. Durant la discussion, appliquez ce qu'on a vu. Écoutez, posez vos arguments, osez demander clairement et négociez le package. Ne vous dégonflez pas. C'est peut-être le conseil le plus important du jour J. Même si la personne en face a l'air intimidante ou pressée, allez jusqu'au bout de votre demande. Vous avez fait tout ce chemin. Ne lâchez pas la balle avant d'avoir clairement posé vos attentes. Beaucoup de négociations salariales n'aboutissent pas simplement parce que le salarié n'a jamais vraiment formulé sa demande précise. Ne tombez pas dans ce piège. Accord ou pas accord, si vous obtenez ce que vous vouliez, félicitations. Remerciez chaleureusement et confirmez éventuellement par écrit les termes, si c'est un peu informel. Surtout si c'est une promesse future. Envoyez donc un email. Merci pour cet échange. Comme convenu, nous ajusterons mon salaire à partir de telle date sur tel montant. Histoire d'acter. Et si vous n'obtenez pas qu'une partie, vous n'obtenez qu'une partie finalement, eh ben, soulignez-la et acceptez ça comme un consensus temporel. Si vous obtenez rien du tout, ne vous découragez pas. Vous avez planté une graine et demandez ce qu'il faudra pour une prochaine fois et montrez que vous restez motivé, mais que vous serez vigilant. Faites également un débrief personnel. Prenez le temps de vous féliciter d'avoir négocié. C'est courageux et c'est sain. Analysez ce qui a bien marché et peut-être moins bien marché. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Donc peut-être qu'une tournure n'a pas eu l'effet escompté. Ou au contraire, un argument a fait mouche. Notez-le pour mémoire. Dans la suite du plan, si un compromis de type « plus tard » a été trouvé, planifiez dès maintenant la relance. Par exemple, fixez un rappel dans votre agenda dans 5 mois pour recontacter votre manager sur le sujet. Montrez que vous prenez ça au sérieux. Si ça a bloqué net et que vous sentez que ça n'évoluera pas, envisagez alors sereinement votre plan B. Cherchez un nouvel emploi, où vous serez mieux payé. Parfois, la reconnaissance passe par la mobilité. C'est aussi une réalité du marché. Ce plan d'action est donc un guide pour vous. Adaptez-le selon votre contexte. Mais l'important est de se fixer des étapes et de passer à l'acte. N'attendez pas indéfiniment. Il n'y a pas de moment parfait. Commencez par des petites actions dès cette semaine. Et en 30 jours, vous pouvez changer la trajectoire de votre carrière. Peut-être que le mois prochain, grâce à vos démarches, vous aurez décroché cette augmentation ou ce nouveau job mieux payé. Ou, au minimum, vous aurez acquis de l'expérience en négociation qui vous servira pour la suite. Donc en conclusion, osez valoriser votre talent. Adoptez finalement votre motivation et montrez-la. Nous arrivons au terme de cette conférence. J'espère que ce voyage à travers l'art de négocier son salaire en tant qu'acheteur vous a apporté des clés concrètes et surtout l'envie d'agir. Alors retenez ceci, vous avez de la valeur.
chaque jour, en tant qu'acheteur, vous négociez des contrats, vous créez de la valeur pour votre employeur. Il est juste que votre rémunération reflète cette valeur. Parfois, on n'ose pas, par modestie ou par peur. Mais demander n'est jamais arrogant quand c'est préparé et justifié. C'est professionnel. Et c'est ainsi que l'on fait avancer sa carrière. Le marché des achats est porteur aujourd'hui. La fonction achat n'a jamais été aussi stratégique. Les études montrent une hausse générale des salaires et une forte demande de talent. Donc, c'est le moment d'en profiter. Vous devez négocier aujourd'hui. Vous ne ferez pas du tort à votre entreprise en demandant un salaire qui est juste. Au contraire, un collaborateur reconnu et bien payé est un collaborateur encore plus motivé, loyal et performant. C'est donc gagnant-gagnant. En osant négocier pour vous-même, vous envoyez aussi un message que la fonction achat mérite la même reconnaissance que les autres, que vous êtes conscient de votre contribution. Et si vous êtes parmi les 52% de professionnels achats qui perçoivent un écart salarial homme-femme, dites-vous que négocier votre salaire, c'est aussi contribuer à réduire cet écart en faisant valoir vos droits et vos mérites sans distinction. Chaque négociation réussie ou non fait de vous un meilleur négociateur. Vous apprendrez et vous vous améliorerez. L'important est de franchir le pas. Alors, je vous lance un défi. Dans 30 jours, engagez au moins une action concrète vers l'augmentation de votre salaire. Que ce soit votre benchmarking, demander en entretien ou même négocier une offre d'embauche que vous considéreriez. N'hésitez plus. Vous avez maintenant les outils, un plan et j'espère un bon petit boost de négociation. Et je terminerai par cette phrase simple. Qui ne demande rien, en tant qu'acheteur, vous le savez mieux que quiconque, n'obtient pas de remise si on ne la demande pas. De même, on n'obtient pas une augmentation si on ne la demande pas. Alors, croyez en mon expérience et croyez en votre valeur. Préparez-vous et lancez-vous. Vous serez surpris de voir à quel point les choses peuvent bien se passer une fois qu'on ose ce dialogue. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous des négociations fructueuses et des carrières à la hauteur de vos talents. Merci et à bientôt.